Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Inside Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lisa Chavy. Lisa Chavy a fondé et dirige la marque premium de lingerie Livy. Lisa Chavy, bonjour. Bonjour Olivier. On a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui parce que vous avez créé Livy en 2017, il y a maintenant 5 ans, et en explorant un créneau, un segment de marché qui n'était jusque-là pas vraiment exploré en lingerie, le luxe abordable. C'est quoi l'identité, c'est quoi la cible, l'envie que vous aviez en créant Livy ? Alors déjà, je voulais créer une marque de lingerie pour les femmes, par les femmes, et qui accompagne vraiment les femmes dans chaque moment de leur vie. La femme aujourd'hui est multifacette. Parfois, elle a envie d'être sexy. Parfois, elle a envie d'être plus chill, décontractée. Parfois, elle a envie d'avoir un produit super innovant qui utilise des nouvelles techniques. Donc, ma marque, ça s'accompagne vraiment de 3 gammes. Paris, qui est la marque la plus sexy, qui utilise vraiment des matières françaises, vraiment le savoir-faire français. New York, qui est vraiment ma gamme la plus innovante, avec des tulles transparents, des effets trompe-l'œil, des produits sans élastique, avec vraiment des finitions thermocollées. Ma gamme Los Angeles, qui est une gamme beaucoup plus chill, beaucoup plus décontractée, beaucoup plus daily. On a lancé aussi une nouvelle gamme récemment, qui est notre gamme de haute lingerie, pour accompagner aussi chaque femme dans leur moment d'exception, pour un mariage, pour une montée des marches au Festival de Cannes, pour qui peut faire aussi du sur-mesure, même du demi-mesure pour une opération, du sein ou autre, pour justement pouvoir adapter la lingerie au corps de la femme, à son nouveau corps aussi. Et on vient de lancer aussi une nouvelle gamme qui s'appelle Earth's Pleasure, une gamme beaucoup plus sporty, beaucoup plus urbaine, qui justement accompagne aussi la femme avec son jean, son côté plus décontracté, et avec des matières du lyocell, qui est la matière la plus responsable, faite à partir de fibres des arbres, pour justement aussi monter une marche sur un produit qui a du sens. On a aussi une gamme de maillots de bain, notre gamme Livystone, et toute une gamme de prêt-à-porter qui accompagne chaque gamme aussi de sous-vêtements. Du coup, d'une proposition purement lingerie à l'origine, vous avez très rapidement élargi le spectre. Qu'est-ce qui vous a permis de faire ça finalement ? Qu'est-ce qui vous a permis d'aller piocher dans différents segments ? Je trouve qu'on n'a pas envie de s'enfermer dans un style, et surtout pour plusieurs raisons. 1, la femme n'a pas envie de s'enfermer dans un style. 2, je veux vraiment très vite attaquer le monde, ce qu'on a commencé à faire déjà sur les 5 premières années. Et pour justement accompagner chaque culture, même si on se dit que la femme des capitales est plutôt le même profil, écoute la même musique, elle regarde le même film. Finalement, la lingerie, ça reste assez culturel. Donc, on voulait aussi l'accompagner dans les différentes matières et dans ce qu'elle aimait. Voilà, pour moi, c'était vraiment important d'offrir un vrai vestiaire de lingerie et de pas rester enfermé dans une catégorie de lingerie. C'était vraiment un point essentiel, ce que fait toutes les autres marques de lingerie. Quelle est justement l'approche un peu différente que vous pouvez avoir en étant peut-être plus sur un travail de code, sur un travail d'identité un peu différente de ce qui se fait traditionnellement en lingerie. Quelle approche en termes d'identité de marque, de messages que vous envoyez, vous avez Alors, travaillé ? Nous, on assume complètement, parce que souvent on me dit oui, t'es une marque sexy. Oui, on assume complètement d'être une marque sexy. Déjà. Alors après, quand on va vraiment en boutique, quand on vit l'expérience Livy, on se rend compte que vraiment on peut habiller toutes les femmes. Alors après, j'aimerais pouvoir peut-être aller plus loin dans certaines tailles, mais on va quand même jusqu'au 95F pour les soutiens-gorge, jusqu'au XL pour les bas. Donc un jour, on pourra agrandir aussi ce point-là. En tout cas, on peut vraiment habiller toutes les femmes, de la petite poitrine à la poitrine beaucoup plus généreuse. Donc ça, c'était vraiment aussi un point important dans ce qu'on apporte. Et je crois que la femme aujourd'hui, à partir du moment où elle fait ses choix, ça c'est quelque chose que j'aime bien dire, parce que on a cette chance, en tout cas en France, les choses évoluent, pas encore dans tous les pays, mais en France, de pouvoir faire ses choix et de pouvoir décider d'être sexy si un jour on a envie de l'être, de pas porter tout soutien-gorge si un jour on n'en a pas envie de porter. C'est ce que je disais à mes enfants qui me disaient ah oui, sur la plage, les filles sont en topless à Saint-Tropez. Je dis mais heureusement que si on a fait le choix et si on a envie d'être en topless, heureusement qu'on peut encore le faire. Et c'est vraiment une liberté qu'on a aujourd'hui, et je veux que cette marque justement accompagne la liberté des femmes dans leurs décisions et dans ce qu'elles ont envie de faire.
Vous avez un profil un peu atypique. Déjà, vous êtes de designer de formation, designer lingerie de formation. Donc, vous êtes entre entrepreneur et designer. Il y en a pas tant que ça. Et vous avez eu un parcours qui a mixé le luxe et le mass market. Comment ces expériences-là vous ont amené à définir les codes de Livy? Je pense que justement, en tant que femme un peu multiple, déjà je déteste choisir. Globalement dans ma vie, j'aime bien tout avoir. C'est pour ça aussi que chez Livy on a autant de lignes et qu'on est là pour tout le monde finalement, parce que j'ai pas envie de choisir. Et c'est vrai que le luxe m'a apporté vraiment l'exigence, le détail, le sens du raffinement, mais la limite c'est de dépendre de l'exigence des créateurs et de pas pouvoir apporter vraiment l'identité et ce qu'on a envie de faire. Vous faisiez quoi dans les maisons de luxe? Je dessinais, je travaillais pour la Société internationale de lingerie, qui était le licencié de toutes les marques de luxe. On avait aussi une usine en France, on produisait en France. Donc, je dessinais la lingerie, le maillot de bain, la lingerie de nuit pour justement pour des maisons de luxe comme Dior, Christian Lacroix, Cacharel, Kenzo. Donc voilà, donc vraiment pendant 5 ans, j'ai vraiment appris mon métier. En plus, on était l'une des dernières usines vraiment en France. On allait sur place. Il m'arrivait aussi veille de défilé, de devoir couper des maillots de bain qui étaient pas prêts, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment appris mon métier. Après, j'avais envie à un moment donné de donner une patte à une enseigne. Et c'est au moment où Etam a lancé la marque Undies. Et là, vraiment, pareil. Undies, il y a 3000 références par an. Quand on dit que j'ai craché de la culotte, j'en ai dessiné. On était très peu en plus au début. J'étais la seule styliste. Donc vraiment, c'était un super projet. J'ai découvert aussi. Donc comment ça s'est passé en fait? Ils sont venus vous chercher chez Etam ou c'était un projet? Non, ils sont venus me chercher à la CIL, pour je travaillais avant. Ils sont venus me chercher. J'étais enceinte de mon fils. Je dis là, écoutez, ça va pas être. Ils m'ont dit bon, ok, on a besoin de vous et il faut partir en Chine dans 15 jours. Je dis là, ça va pas être possible. Je suis enceinte de 8 mois. Du coup, c'est moins facile. C'est moins facile. J'ai fait tout le process de recrutement. Je suis restée, je pense, 10 heures chez Etam, de 9 heures jusqu'à le soir assez tard, et j'ai accouché le lendemain à midi. Et après, du coup, j'ai pris le job direct après. C'était vraiment un changement de vie pour moi, mais c'était important en tout cas de pouvoir découvrir autre chose et finalement quelque chose d'un gros groupe plus moderne, parce que c'était très intéressant ce côté très traditionnel du produit en France, mais finalement de pouvoir aller à l'international, de pouvoir, j'allais une semaine par mois en Chine, j'ai vraiment accompagné des usines pour les faire grandir, pour leur donner aussi le sens du détail, la subtilité des modèles, ce genre de choses, et c'était vraiment important pour moi de connaître une autre dimension de la lingerie. Et comment on s'adapte de passer du luxe à Undies qui débute, qui s'adresse pas du tout à la même cliente non plus? Comment on fait la transition? Finalement, c'était assez dingue. Etam m'a vraiment fait confiance en fait. Là où dans le luxe, mais pour prendre la moindre décision, fallait valider par 3 étapes, 1000 étapes, tout prenait du temps. Parfois, on faisait 20 protos et on vendait 10 modèles à la fin. Moi, j'aime quand ça avance, quand on est agile. Alors, je comprends après parce qu'il y a des énormes sujets, plein de décisions. Mais du coup, d'arriver justement dans un lancement de marque accompagné par un gros groupe, donc qui financièrement était très solide, c'était dingue quoi, de se dire ok, tu pars en Chine, développer les collections, tu dessines, il y avait pas 1000 steps, et ça c'était super parce que je pouvais vraiment exprimer ce que je voulais, et finalement vu que c'était un lancement de marque, il y avait tout à faire et on a plutôt pu l'organiser comme on avait envie, et c'est la raison pour laquelle je suis restée 5 ans en interne, et après quand c'est devenu
plus gros, j'ai eu envie de partir parce que je voulais surtout pas rentrer dans une case, me remettre dans quelque chose. Enfin, j'estimais qu'entre 5 ans à la CIL et 5 ans chez Undies, je connaissais mon métier. Qu'est-ce que vous avez appris justement chez Undies de spécifique? À quoi vous avez été confronté aussi sur la création de marque? Chez Undies, j'ai appris clairement le sens du business, parce que c'est beau de faire un produit, puis peu importe ce qu'on met dessus, peu importe le prix auquel on vend, on y va, on se lâche, on se fait plaisir, il y aura toujours une cliente. Ok, mais chez Undies, on apprend le business, on apprend, déjà on a ouvert des boutiques, quelle est la stratégie d'une marque, comment on fait le marketing. C'était beaucoup plus 360 que ce que j'ai pu faire avant, où on était vraiment, j'ai appris vraiment mon métier de styliste à travers les usines, le modélisme, le fitting, ce genre de choses. Mais chez Undies, c'était une dimension vraiment internationale de développer une marque. Au bout de 5 ans, on faisait 50 millions de chiffre d'affaires, donc c'était dingue, quoi. Oui, il y a un effet direct de... Tous ensemble, une équipe, on y va, des jeunes à qui on fait confiance. Non, c'était vraiment une expérience de ouf. C'est ce qui m'a aussi donné envie de lancer ma propre marque. Comment de revivre ce sentiment, quoi, on y arrive, mais on n'arrêtait pas de dire, mais les arbres montent pas au ciel. Puis tous les ans, on se disait, mais les arbres montent au ciel, en fait. Quand vous faites votre réflexion sur la transition de la marque Undies au sein du groupe Etam, et que vous vous dites, en fait, moi, j'ai envie de lancer ma propre marque, il se passe quelque chose d'un peu particulier, là. Vous êtes allé voir le patron d'Etam pour lui expliquer votre projet. Alors, déjà, avant de lancer ma propre marque, en fait, j'ai fait 5 ans chez Undies. Oui. Et après, je suis partie de chez Undies parce que j'avais envie de lancer vraiment mon atelier de création. Et c'est là où Sébastien Bismuth, le directeur général de l'époque, est rentré chez Undies, dit ok, j'arrive, elle est où? Elle est plus là. Parce que c'est vrai que, quand on bosse jour et nuit dans une boîte, à un moment donné, on a envie de bosser pour soi, surtout quand on a l'esprit entrepreneur et que la boîte est en train de se structurer. Et du coup, on a décidé ensemble d'externaliser le bureau de style d'Undies. Du coup, j'ai recruté mes équipes et j'ai monté. Donc, j'avais déjà un premier step entrepreneurial. Après, c'est sûr que je suis rentrée chez Undies, j'avais 25 ans. Donc, j'étais dans le cœur de cible de la marque, de ce qu'on voulait dire, de ce qu'on voulait faire. Et à un moment donné, j'avais envie de relancer une marque qui s'appuie sur mes 2 expériences et surtout qui soit une marque de femmes pour les femmes, qui disent quelque chose. Donc, c'était vraiment le moment pour moi d'avoir l'étape d'après, en fait. D'accord. Et comment ça s'est passé alors la structuration du projet? J'ai été voir Laurent Melchior, qui est le président d'Etam. Je lui ai dit, voilà, je vais lancer ma marque. T'es de la partie ou pas. De toute façon, je le ferai. Et il m'a dit, ok, on déjeune ensemble, genre dans 2 jours. Et je dis, voilà, je lui explique mon projet. Et il m'a dit, ok, présente-moi quelque chose dans 1 semaine, quoi. Donc là, j'ai pas dormi pendant 1 semaine. Et il m'a dit, ok, on y va. Je trouverais ça intéressant d'avoir un 3e partenaire avec nous pour nous accompagner, parce que c'est vrai qu'en termes d'expertise lingerie, d'industriel, moi je peux t'aider, mais en termes d'expérience sur le luxe accessible, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Et c'est là où on a rencontré Dana Roas, qui du groupe Vogue, qui avait avec Sharon et Barbara fondé Bash à l'époque, et qui est business angel sur pas mal de petites startups aujourd'hui, et qui nous a accompagnés justement sur le luxe accessible. Comment ça s'est passé cette construction à 3 finalement de l'entreprise? Ils étaient un peu comme des mentors que vous alliez voir quand il y avait besoin de résoudre des questions. Vous aviez la ligne directrice dans les mains. Comment ça a fonctionné pour le lancement de la société? Alors, eux, ils étaient vraiment en appui dès que j'avais besoin. Enfin, on a un comité stratégique tous les mois qui dure 2-3 heures, sur lequel vraiment on se donne les grandes lignes, où on veut aller, on prend les grandes décisions sur la boîte. Après, le quotidien, Etam m'a mis à disposition tous ces services. Et vu que j'étais quand même chez Etam depuis 10 ans, du coup, je connaissais quand même tout le monde. Et ça, c'est vraiment un plus, parce que dès que j'ai besoin d'un truc, j'appelle et tout le monde est là pour m'aider. Surtout dans les équipes Undies, bien sûr. Mais non, c'est plutôt... Enfin, moi, j'avais vraiment mon idée, mon envie. Souvent, ils ont plutôt tendance à me dire « c'est trop sexy, c'est trop sexy, c'est trop sexy ». Bon, je les écoute pas, évidemment. J'en vais toujours qu'à ma tête. Puis finalement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une marque qui est bien née. Et on arrive toujours, au final...
à être d'accord. On arrive toujours à s'en sortir. De toute façon, on y arrive toujours. Mais, oui. Aujourd'hui, l'entreprise, vous êtes patronne de la boîte. Comment ça fonctionne? Vous avez fait rentrer de nouveaux investisseurs. Quels sont les équilibres de l'entreprise et comment vous la construisez pour qu'elle grandisse? Parce que vous le disiez tout à l'heure, l'ambition, c'est d'en faire une marque de lingerie premium internationale. Oui. Alors déjà, on a eu cette chance d'avoir un gros lancement chez Victoria's Secret juste avant le Covid, et c'était assez dingue en fait d'avoir, quand on parlait, des mentors, d'avoir Lex Wexner qui est le milliardaire américain qui possède le groupe de Victoria's Secret, qui me repère, qui m'invite à son défilé. Le défilé, c'était le jeudi, qui me dit OK, on se voit le lendemain à 9h, on échange, qui me dit qu'il veut faire quelque chose avec la marque. Donc dès le lundi, il arrive à Paris avec son jet. Il arrive au bureau le lundi matin à 9h et il m'a dit je serai à Paris le lundi matin à 9h et je repartirai le soir. Je pense que tout le monde a cru que Macron débarquait au bureau, tellement qu'il y avait du FBI dans tous les coins. Et c'était assez fou de pouvoir échanger, de pouvoir avoir cette expérience. Après, du coup, moi, j'étais chez eux. Qu'est-ce que ça a de particulier? Parce que c'est dans le secteur, c'est forcément énorme. Mais c'était énorme. À l'époque, on avait 1 an et demi. Pour moi, passionné. La lingerie, c'est ma vie. D'avoir le temple de la lingerie, alors avec c'est plus et c'est moins, parce que c'est toujours quelque chose de très discuté. Mais en tout cas, c'est quand même une légende de la lingerie qui débarque. Pour moi, petite start-up française. C'était assez dingue d'avoir cet homme-là avec son expertise, son expérience, qui est finalement un vrai entrepreneur, qui me dit dis-moi ce que tu veux, je te donnerai ce que tu veux. On m'avait prévenu avant en me disant OK, il va te promettre la lune, prépare-toi. Et je dis OK, et on a transformé la boutique de la 5e avenue à New York en boutique Livy. C'était dingue. J'ai vécu un conte de fées vraiment le temps de ce lancement. On a testé la marque dans 10 villes, dans 10 États aux États-Unis. On a fait Atlanta, Détroit, parce qu'ils disaient toujours que c'est pas parce que la marque marche à New York qu'elle marchera dans les autres villes. Du coup, on a testé Miami, on a testé Los Angeles. C'était dingue. On a monté une boutique en une nuit. On a vraiment fait un très gros lancement. J'étais coachée par la coach de Oprah Winfrey. Franchement, c'était assez dingue de visiter tout Victoria's Secret. À chaque fois, elle me disait tout ce qui est bleu m'appartient. J'étais là, mais le pont est bleu. Oui, le pont m'appartient. L'immeuble a été fait par Steve Jobs, qui était vraiment, oui, j'ai vécu une expérience exceptionnelle et ça m'a vraiment permis de faire décoller de la marque. Aujourd'hui, on fait 20% de notre chiffre digital, par exemple, aux US, grâce à eux. Ça a vraiment mis la lumière sur la marque. Après, il y a eu le Covid, donc forcément, c'est retombé pour plein de raisons. Mais ça a été une expérience de dingue. Et effectivement, j'ai eu la chance d'avoir mes 2 partenaires, Etam, d'ailleurs, ils se sont rencontrés. Etam, Dan, d'avoir ce passage avec Victoria's Secret et avec Lex Wexner. Et aujourd'hui, oui, après, il y a eu le Covid. Du coup, on a 2 sleeping partners, pareil, 2 personnes super élégantes qui sont rentrées au capital. Là, on est en pleine levée de fonds, mais forcément, avec tout ce qui s'est passé. Et eux, on a signé le pacte où on a fait une augmentation de capital le jour du premier confinement, donc où tout le monde c'est la fin du monde, et eux ont signé et n'ont pas fait marche arrière. J'étais là, mais j'ai une chance énorme dans ma vie d'avoir des gens qui croient au projet, qui croient en moi. Donc, même s'il y a une grosse inconnue qui arrive, ils étaient là. Ils ont signé le jour du confinement. Oui, c'est rassurant quand même. Du premier confinement, quoi. Alors maintenant, confinement, on sait même plus ce que ça veut dire, mais à l'époque, le premier confinement, c'était assez dingue, quoi. Ça faisait assez peur. Oui. Assez peur, ouais. Oui. Et justement, vous, là, l'évolution que vous avez ressentie ces 2 dernières années, au niveau de la consommation, au niveau justement des attentes des consommatrices internationales, parce que c'est ce que vous disiez, avec 20% d'activité aux US, sur le web, c'est un gros challenge aussi pour vous de sentir ce qui se passe un peu partout. Oui, bien sûr. Et surtout, là aujourd'hui, on se concentre sur l'Angleterre, par exemple. On a ouvert une boutique à l'Angleterre, donc du coup, pareil sur le web, sur le marketing. On se concentre, on va ouvrir une 2e boutique, on va ouvrir chez Harrods à partir de janvier, et c'est un énorme succès.
C'est un énorme succès. On est super content de pouvoir le faire. On va ouvrir aussi en Italie. Là, on va ouvrir en Espagne avec le El Corte Inglés à Marbella. On a ouvert à Bruxelles. On est à Genève. Donc vraiment, on se concentre sur la zone Europe. Et là, effectivement, notre ambition, c'est vraiment de reprendre le sujet des US. Après, on est chez Bergdorf Goodman aux États-Unis, mais de vraiment reprendre le sujet des US là très vite dès l'année prochaine, en fait. La problématique d'internationaliser la marque, vous vous confrontez à quel sujet en fait très pratique actuellement pour accélérer à l'international? Alors aujourd'hui, notre plus gros problème, c'est qu'on est une start-up, une petite structure. Vous êtes combien? On est 25 au siège, mais avec tous les magasins, enfin les salariés de toutes nos boutiques, on a 25 points de vente. On est à peu près 125 femmes et un homme. En fait, notre problématique, c'est vrai que pendant 5 ans, on a lancé cette marque. Quoi qu'il arrive, on se serre les coudes, on y va, on lâche rien, on bosse la nuit, on prend un avion, on ramène les produits quand on n'a pas assez de produits. Enfin, tout tient sur un fil quelque part parce que forcément, on y va, on lâche rien avec nos petits bras. Mais à un moment donné, enfin, même moi, je me suis rendu compte que quand on bosse tous les jours, qu'on bosse toutes les nuits, qu'on bosse tous ces week-ends et qu'on commence à bosser toutes ces soirées des week-ends, on s'est dit là, si j'ai pas plus de monde autour de moi, en fait, si on n'est pas mieux organisé, à un moment donné, attaquer à l'international, on n'y arrivera pas. Donc là, je recrute actuellement un DG pour pouvoir m'accompagner, sachant que j'ai encore la direction artistique d'Undies actuellement, donc j'ai quand même 2 boîtes à gérer. Et parce que la marque plaît à l'international. Ça, c'est validé, c'est fait, la marque est bien née, on peut y aller. En plus d'être français dans la lingerie, enfin, ça fait rêver tout le monde. Donc ça c'est validé. Ça, finalement, c'est le plus dur, de pouvoir confirmer que la marque est bien née. Maintenant, aujourd'hui, l'étape suivante, c'est vraiment de s'organiser, de se structurer, parce que quand on ouvre une boutique à Londres, faut monter une société. En plus, avec le Brexit, c'est pas si simple. Alors, quand Etam a déjà une filiale, pour nous, c'est facilitant. Mais quand à Londres, ils sont pas du tout présents, par exemple en Angleterre, du coup, il a fallu le faire. On a ouvert en Irlande aussi, d'ailleurs. Faut ouvrir un compte en banque. Enfin voilà, il y a plein de sujets sur lesquels il faut du staff, il faut du monde derrière. Ça demande du monde pour développer ça demande du monde. Après, une fois qu'on est structuré, organisé, en fait, on a un boulevard devant nous et on sait qu'on a une place à prendre pour devenir le leader, en tout cas de la lingerie, sur le créneau, luxe accessible. Enfin, j'aime pas vraiment dire ce mot parce que luxe, on met tout et rien derrière ce mot aujourd'hui, ça peut dire grand-chose. Mais en tout cas, le côté premium pour la femme qui a envie de se faire plaisir sur une belle lingerie. Sur justement cette femme, vous lui avez proposé à Paris quelque chose d'un peu particulier avec la création d'un atelier. Oui. Quelle était l'idée? Parce que c'est finalement c'est pas forcément le métier premier d'une marque de lingerie comme ça, de proposer ça, du sur-mesure. Donc quelle était l'idée et qu'est-ce que ça fait à peu près 1 an maintenant que c'est ouvert? Oui, ça va faire 2 ans. 2 ans même. Qu'est-ce que vous avez appris avec cet atelier? Alors. Déjà, l'idée, c'était sortie de confinement, en fait. C'est vrai que moi, j'assume de produire mes collections en Asie. Dans des très bonnes usines, tout est contrôlé. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur fabricant au monde de la lingerie et je veux pas me cacher de ça parce que on a vraiment fait grandir des usines et des personnes là-bas. Mais c'est vrai qu'avec le confinement, en fait, le fait d'être loin, on a en plus 2 salariés sur place. Le fait d'être loin, ça a vraiment compliqué en fait. Et pour se rapprocher de la création, j'avais besoin d'avoir quelque chose plus proche de moi et surtout j'avais une énorme envie de faire découvrir ce savoir-faire parce que c'est quelque chose qui peut se perdre assez facilement et j'avais envie de le montrer. C'est magnifique en fait, une lingerie, il y a 30 étapes, il y a 15 matières différentes, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de montrer. C'est des artistes en fait qui font ça, en plus on fait des produits qui sont brodés, c'est vraiment une lingerie d'exception qu'on fait à notre atelier, donc c'est vraiment quelque chose que je voulais
montrer. Donc on a ouvert ce magasin de 300 mètres carrés où au rez-de-chaussée c'est une boutique. Alors entre les deux, il y a un mini musée avec toutes les plus belles fesses du monde. Et après à l'étage, on a vraiment ces couturières qui produisent notre haute lingerie. Et tout le monde peut aller les voir, discuter avec elles, regarder en toute transparence et vivre même l'expérience d'avoir un produit fait sur mesure, en tout cas adapté. Après, je veux pas que les gens viennent avec leur croquis et me disent voilà, je voudrais ce produit. Ça reste quand même une pâte, quelque chose qu'on a décidé, qu'on a validé, mais en tout cas une adaptation du modèle sur les personnes, ça c'est quelque chose d'important pour moi. C'est intéressant parce que vous le disiez, vous développez le retail, c'est une marque retail, mais vous êtes aussi très web. Oui. Forcément, les périodes de confinement ont incité à développer cet axe-là, mais comment vous jouez de l'image de Livy, comment vous la véhiculez sur le web? Vous le disiez, c'est très sexy, mais c'est aussi une lingerie de qualité. Oui. Donc, comment vous jouez sur l'image, sur les réseaux sociaux? Comment vous travaillez ça? Alors, c'est vrai qu'on est très web. Enfin, on a fait en 2021 quand même 25% de notre chiffre d'affaires sur le web, donc on peut considérer qu'on est très web, même si on veut toujours faire plus. Mais en réalité, on a cru qu'en 2022, on était aussi des warriors sur le digital, et finalement, on se rend compte que le confinement nous a aidé vraiment à être très web, et c'est quelque chose sur lequel on veut être présent. Évidemment, de toute façon, c'est même plus une option aujourd'hui. Mais les comportements d'achat changent aussi. Les gens cherchent une expérience, cherchent un contact, et elles peuvent appeler en boutique, elles peuvent être livrées dans la journée si elles n'ont pas envie de se déplacer. En fait, il y a plein de nouvelles manières de consommer qui n'est ni retail, ni web, peut-être un entre-deux. C'est le client au cœur de tout ça. Et l'idée, c'est que les gens soient contents de consommer du Livy, de vivre l'expérience, de pouvoir justement vivre la marque. C'est justement aussi tout l'intérêt de l'atelier, de pouvoir venir voir et surtout d'échanger avec nos responsables de magasins, qui sont des filles super, qui pour la plupart sont là depuis le début, avec qui j'ai emmené au concert de Coldplay hier soir, d'ailleurs, qui est vraiment quelqu'un que j'ai trouvé formidable, Chris Martin. Enfin voilà, c'est tout des choses sur lesquelles on essaye d'être une team, de vivre les choses ensemble, des moments de joie, des moments plus durs, mais on est là, et c'est ça aussi. Donc le digital, quelque part, enlève un peu ça. Alors après, on essaye vraiment d'un côté, ça enlève, et d'un autre, ça nous permet d'avoir notre propre média à travers Instagram. Dès qu'on fait un événement, dès qu'on fait quelque chose, on peut en parler, on peut communiquer avec notre communauté. D'ailleurs, une communauté qui est très fidèle, qui nous aime, qui nous accompagne. Alors oui, parfois on n'est pas parfait, mais elles sont là à nous soutenir, à nous défendre. Dès qu'on peut avoir une petite critique sur certaines choses, elles sont là à nous accompagner. Et ça, je me dis, quand on a ça, quelque part, on a réussi aussi quelque chose, quoi. Donc justement, cette communauté-là, c'est le socle aujourd'hui, pour Livy, mais pour beaucoup de marques. Constituer la communauté, c'est le socle pour l'expansion internationale. Ça fait partie des éléments importants à avoir. Oui, alors oui. Après, nous, Livy, on reste une marque quand même on n'est pas non plus à tout montrer. On veut rester quand même luxe et je parle pas de transparence, parce que dans la transparence, j'ai rien à cacher. Mais c'est plus dans on est peut-être pas comme Undies par exemple, on est très friendly avec notre communauté ou autre. Avec Livy, on a plutôt une communauté plus locale, des gens plus proches, quoi, des gens très proches, et pas tout le monde en fait. Et c'est justement ce qu'on ressent en magasin aussi. Vous voyez, cette communauté, elle est peut-être plus proche de nos magasins que vraiment de notre digital, même si elle nous suit, si elle nous aime, si elle nous met des commentaires exceptionnels. Et même moi, ça me touche, quoi. Je les lis tous. À chaque fois, je me dis, oh là là, mais comment on a réussi tous ensemble à faire ça, à avoir des choses, des gens qui nous suivent. Alors, parfois, on n'est pas d'accord, mais l'échange est aussi important. J'ai proposé plusieurs fois à des personnes quand on n'est pas d'accord sur un sujet, d'en parler en one-to-one. Voilà. Je suis pas là on n'est pas là tout le temps pour pouvoir tout déballer comme ça, mais de pouvoir échanger, de débattre. Moi, j'aime débattre d'ailleurs.
Ça fait avancer. Ça fait avancer carrément. Ça fait carrément avancer, quoi. J'aime débattre, j'aime donner mes idées, j'aime ne pas être d'accord. Et je pense que c'est une force d'ailleurs d'aimer débattre, parce que les gens qui ont peur du conflit ou qui ont peur de débattre, du coup, tout est fade dans leur vie, parce qu'ils disent, s'expriment peut-être moins de peur de devoir échanger, et d'avoir quelqu'un qui est pas d'accord. En tout cas, je suis quelqu'un avec qui on peut bien se disputer, bien se réconcilier aussi. Mais... On va pas se fâcher aujourd'hui. Non. Je vous ai beaucoup parlé de business. On peut aussi parler un peu de produits. Il y a quelques mois, on avait échangé dans le cadre de Fashion Network sur le comportement des consommatrices suite au confinement. Il y avait une question à un moment où on parlait beaucoup du no-bra, donc moi je vous avais interpellé sur le fait de proposer une lingerie sexy, travailler dans une période où c'était pas forcément la tendance la plus forte, et vous me disiez non, c'est en train de revenir. Ça vous le ressentez, vous voyez qu'il y a un intérêt pour de la lingerie haut de gamme, de la lingerie avec de la fantaisie, avec de la valeur ajoutée. Clairement, en tout cas, déjà le mouvement no-bra, je trouve ça génial. Parce que je trouve ça, comme je vous le disais tout à l'heure, génial que la femme puisse choisir si elle n'a pas envie de porter de soutien-gorge, elle n'en porte pas, et tant mieux, parce que quand elle vient chez Levi's, c'est qu'elle a vraiment décidé d'acheter une belle lingerie, et elle l'achète parce qu'elle trouve ça beau, et c'est là où finalement la lingerie, qui initialement était plutôt un produit fonctionnel, donc maintenir la poitrine, ou cacher, ou pour plein de raisons, on devait, en tout cas, porter un soutien-gorge. Aujourd'hui, si on porte un soutien-gorge, c'est qu'on a fait le choix d'en porter un, et c'est plus comme un bijou, comme un accessoire, comme un produit qu'on se fait plaisir à aller acheter. Et c'est là où justement, je me dis que c'est génial, c'est exactement ce que je veux faire de ma marque, en fait. Je veux pas que ce soit un produit fonctionnel. Il y a des marques qui le font très bien, et moi même si mes produits sont super confortables, vont très bien, moi je fais un 90D, je les essaye tous, et je sais que en tout cas je peux garantir en tout cas le bien-aller de tous les modèles, mais ma volonté, c'est de faire un produit comme un bijou. Un bijou, si on porte un collier, c'est parce qu'on trouve ça beau, il y a aucune fonction à part d'être beau et d'habiller à sa manière une personne. Et la lingerie, pour moi, ça doit être la même chose. Donc et après, sortie de confinement, nos produits les plus sexy, sortie de confinement, c'est sûr que les gens avaient envie de séduire, donc moi je trouve ça très bien, en fait, de porter. Alors souvent on me dit oui, mais finalement on doit être belle pour soi, pas pour les autres. Oui, il y a des gens qui ont envie d'être beaux pour soi, et il y en a d'autres qui ont envie d'être beaux à travers le regard des autres. Pourquoi pas, en fait, je pense qu'il n'y a pas de règle, et tant mieux. En termes de tendance, vous voyez des choses que ce soit chez vous ou de manière générale sur le marché, des choses qui sont testées, ça peut être aussi des matières qui sont nouvelles. Il y a des choses qui bougent dans le secteur? Alors oui, il y a toujours des choses qui bougent. Moi, j'adore utiliser les micro-néoprènes, les finitions un peu thermocollées, qui font des choses vraiment très très plats. J'adore aussi les très belles dentelles, toutes les dentelles de Calais. Moi, j'adore le noir, mais on fait de plus en plus de couleurs, parce que on se rend compte que finalement le blanc est une énorme tendance. On n'a jamais vendu autant de blanc que cet été, par exemple. Le blanc, vraiment en lingerie. Après, la lingerie accompagne aussi le prêt-à-porter. Donc effectivement, quand on a un pantalon blanc, c'est plus élégant peut-être de mettre un string blanc dessous que de mettre un string noir. Mais après, et d'ailleurs dans les formes, les choses évoluent aussi. Nous, dans les bas, nos meilleures formes, c'est les tangas, là où il y a 10 ans c'était plutôt les shorties. Le string revient vraiment à la mode, et pour plusieurs raisons. Parce que le sexy est là, plus que là, donc pas forcément pour tous les jours, pour tout le monde, en tout cas il est quand même clairement là, et aussi parce que les tailles des pantalons sont hautes aujourd'hui, les matières de plus en plus fines, et qu'on a envie d'avoir un sous-vêtement qui soit transparent, et le string accompagne aussi le prêt-à-porter. Donc mais le string est vraiment, oui, les ventes ont vraiment, il y a vraiment un retour, oui. Vraiment un retour, et au même titre sur les tendances, sur les formes, il y a toujours eu des modes de forme de poitrine, oui. Donc il y a eu les seins pointus, les seins très ronds, les seins avec le Wonder Bra sous le menton, et aujourd'hui avec ce mouvement no bras, on est plutôt sur des triangles, une poitrine de forme naturelle, même si le côté plus structuré, plus pigeonnant revient, les bustiers, et la lingerie est vraiment, moi j'étais à Coachella au mois de, au printemps,
les femmes étaient toutes en lingerie. Oui, J'étais dans les contente, festivals, en oui. body. Et je me dis, c'est super, quoi. Dans tous les festivals d'été, là, c'était... C'est ça. Et non, mais c'était même au festival de Cannes, elles avaient un smoking avec juste un petit triangle très élégant dessous. Enfin, je me dis que... Voilà, j'ai une place à prendre là-dedans et tant mieux. Donc oui, le sexy revient, clairement le sexy revient. Cette place à prendre justement dans la ligne directrice que vous voulez avoir, l'objectif que vous fixez avec Livy à 5 ans, vous imaginez la marque comment dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, j'imagine la marque dans les plus grandes capitales du monde. Et vraiment, enfin, si moi j'y crois pas, personne va le croire. Mais en tout cas, j'ai envie d'être le leader mondial dans le monde de la lingerie. Et d'ailleurs, l'exemple de Coldplay de Chris Martin qui disait moi je veux être le groupe le plus connu du monde, il disait ça il y a 10 ans, qui l'aurait cru? Aujourd'hui, voilà, il va remplir 4 stades de France et c'est le premier à l'avoir fait, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir de l'ambition, faut avoir des rêves. En tout cas, moi, ce sont les miens et je lâcherai pas tant que j'ai pas réussi. Et puis, si j'y arrive pas, je ferai autre chose. J'ai pas peur, en tout cas. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. C'est bien parti, voilà. Alors après, d'être le leader, c'est vrai que c'est ce que j'emmène tout le monde en disant ça. Et voilà, je ferai de mon mieux pour le faire, en tout cas. Et si j'y arrive pas, j'aurai tout fait, donc j'aurai aucun regret. Pas de regret. Lisa Chavy, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup, Olivier. C'est ainsi que se termine ce podcast. Merci, à très vite pour une nouvelle écoute.